une plaque de silicium identique à celle que contiennent nos ordinateurs. Là, je monte chaque écrou. Des fois, ils sont un peu difficiles à visser parce que chaque morceau de métal, chaque écrou, chaque plaque est propre. Il n'y a pas de graisse, donc ça ne glisse pas. Et donc voilà, le nouveau échantillon monté dans son porte-échantillon. Sous le microscope, l'échantillon est placé dans un vide extrême, à l'abri des impuretés. Une poussière, rendez-vous compte, c'est 1000 milliards d'atomes. Puis la plaque est chauffée à 800 degrés pour éliminer toute trace d'oxydation à sa surface. Elle est alors approchée de la pointe qui viendra l'effleurer. Au début, le déplacement est visible à l'œil nu. Puis la surveillance continue grâce à une petite caméra de contrôle. Ça, je regarde sur l'écran, mais tout ce qui se passe se trouve dans cette chambre. Ensuite, sous l'action de 3 petits cylindres de céramique capables d'infimes dilatations produites par un courant électrique, la pointe continue de s'approcher avec une précision de l'ordre du millième de nanomètre. Là, vous voyez une ligne verte qui se déplace et ça représente le déplacement en temps réel de la pointe. Donc, si vous voulez, je peux vous le reproduire. Là, la pointe fait ça et ensuite, elle se déplace un peu plus haut. Elle fait un aller-retour comme ça. Ça, c'est vraiment le déplacement de la pointe que vous pouvez voir. Voici une représentation de ce balayage méthodique. La pointe, formée d'atomes, est entourée d'un halo bleuté qui relie la surface étudiée à cette pointe. Ce halo représente l'échange d'électrons entre les atomes de la surface et ceux de la pointe. En effet, à cette échelle, il y a la possibilité que les atomes s'échangent leurs électrons. C'est ce qu'il se passe pendant le mouvement de la pointe du microscope. Avec un microscope électronique comme celui-ci, ce que l'on regarde sur un écran ou sur une image fixe, ce n'est pas une image issue d'un simple jeu de lumière, mais bien le résultat d'un calcul réalisé à partir de la mesure de ce flux d'électrons. Cette intensité change à chaque mouvement au-dessus des atomes mesurés. On obtient ainsi une sorte de carte en relief de la surface touchée, atome par atome. Quand la distance entre la pointe et l'échantillon est de l'ordre du nanomètre, il se produit un courant d'électrons entre les deux qui ne peut pas s'expliquer avec les principes de la physique de Newton, mais seulement avec ceux de la mécanique quantique. La mécanique quantique sert à décrire le comportement de la matière au niveau de l'infiniment petit. Nous représentons les atomes sous forme de boules. En fait, un atome est composé d'un noyau, jusqu'ici pas de surprise, entouré d'un certain nombre d'électrons qui gravitent autour de lui sans qu'aucun scientifique ne puisse prédire avec certitude l'endroit où ces électrons passeraient à un moment donné. Des électrons libres, quoi. En fait, l'électron ne tourne pas autour du noyau sur une trajectoire donnée comme un satellite autour d'une planète. Et comme il peut être à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment, il est partout à la fois, formant ainsi un nuage d'électrons autour du noyau, c'est-à-dire une boule. C'est une des observations fondamentales de la physique quantique. Quelquefois, il arrive qu'un électron puisse s'éloigner plus qu'à son habitude de son noyau. Et comme, à cette échelle, il y a forcément un autre atome pas loin, quelquefois il arrive que l'électron se retrouve attiré par le nuage d'électrons de cet autre atome, comme s'il avait franchi la barrière qui le confinait autour de son noyau. C'est ce passage de l'électron qui est appelé effet tunnel. Si tu as un espace vide auquel on applique un potentiel entre la pointe et l'échantillon, en principe, il n'y a pas de courant, à moins que le courant n'apparaisse à l'approche de la pointe de l'échantillon, de manière à pouvoir obtenir un échange entre l'échantillon et la pointe. Alors se produit un effet tunnel qui dépend de la distance entre les deux. Ceci est un phénomène uniquement de mécanique quantique. C'est cet échange qui est rendu possible avec un microscope électronique comme celui-ci. Mais plus extraordinaire encore que regarder, il est possible de bouger ou d'arracher des atomes.
Il suffit pour cela de faire passer par la pointe du microscope un flux d'électrons plus important. L'outil qui permettait de palper permet donc de transformer la matière, comme d'enlever des atomes pour tracer des lignes. Ou des motifs plus complexes et ainsi de construire des circuits électroniques. Le monde de l'informatique n'est pas très loin. Nous en sommes à cette phase, essayant de créer ce que nous créons, les figures que nous voulons, la disposition atomique que nous voulons, pour que dans le futur, on puisse reproduire de manière industrielle et qu'on puisse dessiner des circuits, des dispositifs électroniques avec cette échelle ultime, réduite. Le but, c'est évidemment d'accroître la puissance des ordinateurs, ce qui est déjà en application, par exemple ici, à l'usine Seagate en Irlande. L'idée est de stocker davantage d'informations sans augmenter la taille des disques durs, donc d'entasser davantage de données au centimètre carré. Il faut alors disposer d'un capteur d'information qui lit et enregistre les données à cette dimension nanoscopique. C'est ce que les ingénieurs de Seagate ont réussi à mettre au point. Ces capteurs sont placés à l'extrémité d'un bras qui survole le disque, comme classiquement un diamant au bout du bras d'un tourne-disque. Seul le microscope électronique permet de mesurer la largeur de ces capteurs, 100 nanomètres, 100 milliardièmes de mètre. Pour l'instant, la capacité de mémoire des disques durs a été multipliée par 10. Ces mémoires informatiques demandent des usines très sophistiquées, qui ne sont rentables qu'à la condition d'être toujours en avance sur la concurrence. Seagate doit donc s'intéresser à de nouvelles applications issues des nanotechnologies pour rester compétitif. Mais ceci est une autre histoire. À Toulouse, les scientifiques tentent d'apporter une solution à un problème fondamental. Comment passer d'une seule manipulation de molécules à des opérations industrielles impliquant des milliards de manipulations de ces molécules? Les chercheurs posent alors des questions qui paraissent élémentaires. Si l'on a tant de molécules à déplacer, ne faudrait-il pas disposer d'une brouette à la dimension atomique? Tout commence alors par de la simple chimie, des mélanges de produits pour obtenir une molécule qui ressemble à une planche à 4 pattes, la future nanobrouette. Donc voici la molécule qu'on a obtenue